Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc on va démarrer cette deuxième table ronde avec un petit peu d'avance. Euh, donc, je vois que Hugues Sibyl est branché. Merci et bonjour Hugues. Et il nous manque Luc Ménager qui devrait arriver. Et également Yann Le Bossé qui doit se brancher à partir du Québec. Donc, au Québec, à l'heure qu'il est, il est 4 heures du matin. Donc, euh, nous avions vu avec, Yann Le Bossé qu'il se branchait vers 10 heures heure française. Donc, nous allons attendre quelques instants, si vous le permettez. Voilà, donc cette table ronde s'inscrit bien sûr dans le thème des ateliers des fondations, soutenir le pouvoir d'agir des personnes socialement fragilisées. Un vaste programme qui nous concerne tous. Comment on fait pour que des personnes qui sont socialement fragilisées puissent retrouver leur pouvoir d'agir et puissent redevenir maîtres de leur destin et pouvoir agir aussi au sein de cette société. Voilà, je vois Hugues qui vient d'allumer sa caméra et je vois également Luc Ménager. Bonjour Luc, bonjour Hugues, merci d'être là. Alors, cette table ronde, comment va-t-elle s'organiser dès que Yann va arriver? Nous avons une première démarche qui se dire, Hugues Sibyl qui est là, bon, personne que tout le monde connaît et qui aujourd'hui agit dans sa qualité de vice-président de territoire zéro chômeur et donc qui va nous parler de cette belle expérience de territoire zéro chômeur et donc cette illustration que va nous faire Hugues permettra à Yann Le Bossé ensuite de répondre par rapport à l'approche qu'il a conçue depuis plus de 30 ans, qui est l'approche du développement du pouvoir d'agir. Donc, ce sera la première partie. La deuxième partie, ce sera Luc Ménager. Luc Ménager qui a travaillé pendant 25 ans chez Auteuil et donc aux apprentis d'Auteuil, et qui lui aussi va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé chez Auteuil dans les 25 dernières années et qui a amené à utiliser cette approche du développement du pouvoir d'agir. À partir de là, Yann Le Bossé également répondra. Et puis, ensuite, on passera à la troisième partie, qui sera une partie dans laquelle Hugues Sibyl et Luc Ménager réagiront aux propos de Yann et puis également répondront à vos questions. Voilà. Alors, on a pendant très longtemps, et ça continue encore aujourd'hui, souvent pensé qu'il fallait, enfin, on a agi en faisant pour les gens et en ayant des bonnes idées pour eux. C'est aussi très souvent dans l'éducation, pour ceux qui ont des enfants, on pense pour eux. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'en fait, leur avis est important et que leur destin leur appartient. C'est toute cette approche qu'on va voir ce matin. Et je vais demander à Hugues de se présenter, si tel est le besoin, mais en tout cas, tout le monde vous connaît, je pense, mais également ensuite de nous parler de territoire zéro chômeur de longue durée, que tout le monde connaît, au moins de nom, mais qu'il est peut-être bon que vous nous contiez un peu son histoire et son approche. Bonjour, merci. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. En vous écoutant, je pensais à une phrase de Gandhi. Ce que vous faites pour moi, mais sans moi, vous le faites contre moi. Et d'une certaine façon, ce que j'ai fait dans ma vie, je crois que cette idée-là était très présente. Je m'exprime ce matin, je suis président d'une fondation, la Fondation du Crédit Coopératif, donc membre du CFF, mais je m'exprime ce matin plutôt comme homme impliqué dans l'innovation sociale depuis très longtemps, président du think tank de l'économie sociale et puis donc administrateur de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Je félicite Benoît Méribel et Jean-Marc Poitras
naturellement de cette initiative qu'ils prennent sur le climat, qui est fondamentale et à laquelle j'adhère absolument en tant que président d'une fondation, mais aussi du choix du thème de la fragilité. Ce mot n'est pas choisi par hasard. C'est pas la même chose que le mot pauvreté ou le mot exclusion. Et je pense que la fragilité montre que la planète est fragile, que nous, humains, nous sommes fragiles, et que tout le monde est potentiellement fragile un jour dans sa vie. C'est pas stigmatisant. La fragilité, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et c'est quelque chose qui est très important. L'expérience que je vais vous parler ce matin, elle est intéressante peut-être pour vous, membres de fondation et de fonds de dotation, pour trois raisons. D'abord, parce que, hélas, la crise du Covid va déboucher sur de nouveaux enjeux de chômage. Je le regrette très vivement, ayant combattu le chômage toute ma vie. Aussi parce qu'il y a une phase politique en cours avec une deuxième loi sur territoire zéro chômage de longue durée qui va être votée là en décembre et qui va étendre le dispositif. Et puis troisièmement, parce que les fondations et les fonds de dotation peuvent intervenir sur le territoire zéro chômeur, peuvent être des partenaires, acteurs et financeurs de cette expérience. Alors, d'abord, première chose, cette expérimentation, elle repose sur des principes et des fondamentaux. C'est très important, c'est-à-dire qu'il y a une vision. Je pense que quand on parle de fragilité, il faut avoir une vision, il faut savoir ce qu'on veut faire. Ces fondamentaux sont simples, ils sont d'abord trois fondamentaux. Personne n'est inemployable. Si on a un emploi adapté, toute personne est employable. Ce n'est pas le travail qui manque, notre société ne manque pas de besoin de travail, et ce n'est pas l'argent qui manque, puisqu'en fait, la privation d'emploi, la couverture du chômage coûte cher à la société, en direct par les indemnités chômage et de manière indirecte par tous les coûts qu'elle génère. Donc voilà les trois fondamentaux. Et puis il y a des principes de cette expérimentation qui sont premièrement sur les territoires, on va repérer tous les chômeurs de longue durée, pas simplement ceux qui se manifestent, mais tous les chômeurs de longue durée. L'embauche de ces chômeurs sera non sélective, c'est-à-dire tout le monde peut être embauché. Les emplois devront répondre à certaines qualités. Ils bénéficieront de formation et ce sont des emplois supplémentaires que nous allons créer par rapport aux emplois qui existent déjà dans les entreprises sur le territoire. Il ne s'agit pas de concurrencer des emplois existants, d'aller fragiliser d'autres emplois, ce sont des emplois supplémentaires. Un mot sur l'historique de cette expérimentation, parce qu'elle est très illustrative d'une certaine manière et intéressante. En fait, elle part du terrain, elle part d'un homme qui s'appelle Patrick Valentin, qui dès 1995 sur un territoire avait expérimenté cette approche de territoire zéro chômeur. Puis elle a été portée par ATD Carmonde, donc par une association rejointe par d'autres grandes associations qui s'appellent le Secours catholique, qui s'appellent le Pacte civique, qui s'appelle la FNARS, qui s'appelle Emmaüs. Donc c'est la société civile qui est derrière au départ. Puis c'est une loi qui est votée. Donc à ce moment-là, on a un cadre législatif qui est donné pour avoir une expérimentation qui porte sur 10 projets. On est à la fin de cette première phase. Comme je l'ai dit, il va y avoir un vote d'une loi là en décembre qui va étendre les 10 premiers territoires à 50 territoires supplémentaires. Et l'objectif de cette expérimentation, c'est en 2021-25 d'avoir une généralisation. Donc on est dans une approche expérimentale. C'est important parce que moi, j'ai regretté, par exemple, que le RSA, quand il a mis en place, on a dit qu'il allait être expérimenté. En fait, il a été généralisé d'emblée et, à mon avis, ça a généré un certain nombre de conséquences pas forcément positives. Comment est organisée cette expérimentation de territoire zéro chômeur? Elle est portée par 2 associations. L'une qui soutient les territoires, prépare les entrées des territoires, qui favorise la diffusion de cette expérimentation, qui fait le plaidoyer, qui fait tout un travail, et qui gère l'argent, qui donne une habilitation aux territoires qui sont donc reconnus comme territoires zéro chômeur. Donc je dis qu'il y en a 10 aujourd'hui, il y en aura 50 à partir de 2021 de plus. Et cette deuxième association donc finance la partie du salaire qui est apporté par l'argent public et passe les conventions avec les territoires concernés.
Il y a une méthode de travail, c'est fondamental parce que moi je crois qu'on réussit les choses si on n'est pas sur un mode d'improvisation, c'est assez professionnel. Donc il y a 4 phases de travail pour faire un territoire zéro chômeur. La première phase, c'est ce qu'ils appellent la fabrique du consensus, c'est-à-dire que les acteurs locaux se retrouvent dans un comité local et fabriquent un consensus sur ce qu'ils veulent faire ensemble. Voilà ce qu'on va faire sur le territoire pour faire atteindre l'objectif de territoire zéro chômeur. Deuxièmement, c'est de rencontrer toutes les personnes privées d'emploi depuis longtemps. Souvent, les gens qui sont dans les 10 territoires zéro chômeur sont au chômage depuis 4 ans et plus en moyenne. Ensuite, troisième phase, c'est d'identifier les travaux utiles qui pourraient être faits sur ce territoire. Donc, c'est un travail véritablement avec un filet. On lance un filet pour regarder quels sont les travaux qui manquent et qu'on pourrait faire. Et enfin, quatrième phase, on crée ce qui s'appelle une entreprise à but d'emploi qui va embaucher ces chômeurs de longue durée et qui va respecter les fondamentaux dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai peu de temps, mais ceux qui le souhaitent, il y a un film qui a été fait sur un des 10 territoires, qui est le territoire de Mauléon, dans les Deux-Sèvres, où aujourd'hui 77 emplois ont été créés. C'est un territoire dans lequel le taux de chômage n'est pas extrêmement important, et ce qui montre bien que la question du chômage de longue durée peut être disjointe du taux de chômage. Plus le taux de chômage est important, évidemment, plus il y a des risques de chômage de longue durée, mais il y a du chômage de longue durée, même dans les endroits où le chômage n'est pas forcément très important. Et là, par exemple, à Mauléon, il y a beaucoup de chômeurs qui sont en situation de handicap, et donc l'entreprise à but d'emploi leur propose un travail. Et les activités utiles qui sont proposées, on pourrait prendre Mauléon, mais il y en a beaucoup qui sont, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, et c'est quelque chose qui intéresse Nicolas Hulot quand il était ministre de la transition écologique et solidaire, parce que beaucoup de ces travaux sont dans le champ de la transition écologique. Ce sont des activités sur l'écomobilité, les locations de vélos, les livraisons du dernier kilomètre, la précarité énergétique avec la rénovation thermique, l'économie circulaire, enfin beaucoup d'activités qui touchent à la transition écologique. Je ne vais pas les citer tous, mais ce qui est intéressant, c'est que l'expérimentation montre que oui, sur les territoires, il y a des activités qui sont socialement utiles, qu'on peut créer, qui créent de l'emploi et qui ne concurrencent pas les entreprises qui sont déjà implantées sur ce territoire. Quelques mots sur le bilan des 10 premiers territoires. Ces 10 premiers territoires ont créé donc 13 entreprises à plus d'emploi, 9 sous forme associative, 3 sous forme de coopérative d'intérêt collectif et 1 sous forme de société anonyme. Elles ont créé 1 millier d'emplois, 980 emplois. La durée moyenne du chômage des gens qui sont rentrés dans les entreprises à but d'emploi était de 47 mois, donc ça fait 47 mois qu'ils étaient au chômage, c'est-à-dire 4 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui est très long et qui, en termes de fragilité, évidemment, a des conséquences importantes, parce que plus vous vous inscrivez dans le chômage de longue durée, plus votre fragilité est importante. L'âge moyen des gens qui sont rentrés était de 44 ans, 72% des volontaires sont sortis vers l'emploi. Donc, ça a bénéficié d'un apport de ce qu'on appelle l'activation des dépenses passives, c'est-à-dire que l'argent du chômage est versé à l'entreprise à but d'emploi, ça représente 17 500 euros, et le reste du besoin de financement vient d'un chiffre d'affaires qui est vendu par l'entreprise d'emploi. Donc, on a à la fois, on utilise l'argent du chômage au lieu de le donner à quelqu'un pour ne pas travailler, on lui donne un contrat de travail et cet argent sert à financer une partie de son salaire, l'autre partie étant financée par du chiffre d'affaires. Pour conclure, quelques mots sur les suites et les enjeux pour les fondations. Donc, comme je l'ai dit, il y a une loi qui est en train d'être co-construite et qui va être votée en décembre. 50 nouveaux territoires. Les départements vont rentrer dans le système. Et on sait que sur les 50, il y a déjà 130 territoires qui sont candidats. C'est-à-dire qu'il y a une attente autour de cette idée de territoire zéro chômeur et des principes que j'ai donnés tout à l'heure, qui sont fondamentaux. Nul n'est inemployé. Et d'une certaine manière, le Covid et ce qui s'est inventé sur les territoires le montrent. Aujourd'hui, il y a des besoins qui sont mal couverts et qu'on pourrait couvrir grâce à ça. Et enfin, peuvent être partenaires. Alors, elles le sont déjà
parce que la Fondation du Crédit Agricole, la Fondation Carrefour, la Fondation de France, la Fondation RTE, la Fondation Eiffage, la Fondation Avril, la Fondation du Crédit Coopératif sont partenaires de l'association Territoire Zéro Chômeur, mais elles peuvent aussi être partenaires sur le terrain de ces entreprises à but d'emploi qui ont des besoins de financement, qui ont des besoins de fonds propres. Et donc, ce qui a été dit tout à l'heure sur la notion d'investissement est intéressant. On peut aussi investir dans ces entreprises, leur apporter des fonds propres et donc avoir là quelque chose d'utile. Voilà. Donc, c'est une expérience qui est en cours, c'est une expérience qui est porteuse, je pense. C'est jamais une panacée, ça a ses limites, ça a des faiblesses. Il y a des points qui ne vont pas. Moi, je me méfie toujours de présenter des choses comme si c'était le paradis. Non, c'est pas le paradis. Mais une expérimentation, elle est intéressante parce qu'elle montre des possibilités. C'est le cas Territoire Zéro Chômeur. Et comme elle va s'étendre, eh bien, elle concerne le monde, je pense, de la philanthropie active, pas seulement pour apporter de l'argent, mais pour être de véritables partenaires actifs et positifs face aux enjeux de la fragilité humaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugues. C'était passionnant. On va passer directement à l'intervention de Luc Ménager. Ce que je vous proposerai, bien sûr, à toutes les personnes qui sont dans la salle, si vous souhaitez poser des questions, vous n'hésitez pas. Et je vois que Yann vient d'arriver. Bonjour, Yann. Donc, Yann Le Bossé, qui intervient directement de Québec. Merci, parce que là-bas, il est 4h15. Tu es le bienvenu. Et on va écouter donc Luc Ménager d'Apprenti d'Auteuil. Merci, Luc, de nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé chez Auteuil dans les 25 dernières années. Alors, en ce qui me concerne, c'est 31 années. Bon, voilà. Bonjour à tous. Donc, mon objectif, c'est de vous proposer en 15 minutes un récit, une histoire, un cheminement singulier finalement de notre fondation qui, en l'espace d'une vingtaine d'années, est passée de 25 établissements à 240 aujourd'hui. Donc, une fondation qui accueillait 3000 jeunes, qui en accueille maintenant plus de 30 000, qui accueille 6 000 familles avec des prestations spécifiques, qui a 6 000 salariés, 5 000 bénévoles. Donc, une évolution très rapide. J'ai envie de dire, le terme est fort, mais presque brutal, parce que tout est passé d'un point A à un point B, j'ai envie de dire, en moins de 20 ans. Alors, cette professionnalisation, cette évolution a été exigée quelque part par nos tutelles, qui attendaient de nous une professionnalisation. Alors, je pense notamment, et ça n'a pas été rien, le rapport de l'IGAS en 1999, qui a été assez clair sur ses attendus. Il fallait nous réorganiser, très clairement. Donc, ça s'est traduit aussi par une réorganisation globale avec des directions régionales qui sont nées, 8 en 1998, toujours dans cet esprit d'être au plus près du développement, de la professionnalisation. Mais, parallèlement aussi, sont apparues de réelles tensions au sein de la Fondation. Au fond, d'abord, la première alerte, celle qui a été pour nous extrêmement forte, c'est une enquête que nous avons voulu mener dans les années 2005-2008, où 30% de nos collaborateurs, au fond, exprimaient un ras-le-bol, décrochaient par rapport à une fondation qu'ils ne reconnaissaient plus. Où va-t-elle? Voilà. Et puis, avec cette idée de perte du sens de notre action, une technocratisation accrue de nos pratiques, un management vertical rejeté, une fondation qui prend un peu l'allure d'une entreprise alors qu'elle est dans le secteur social, tout ça étant rejeté. Et puis enfin, et je vais très vite évidemment, une enquête auprès de plus de 300 cadres dans les années 2013, où là se sont exprimées effectivement des tensions, un malaise général, et au fond, quelque part, toujours très poliment, une direction générale, au fond, contestée. Donc, c'est là que je vais très vite. Ce constat et d'autres encore ont amené rapidement la Fondation à lancer ce qu'on a appelé les assises
de la Fondation en 2014, dont j'ai eu la charge à l'époque. On a perdu. On a perdu Luc. Oui, apparemment. Oui, nous allons le contacter pour voir ce qu'il en est. Alors, pendant cette petite perte de Luc, je profite, Yann, tu es professeur titulaire dans le département des fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval, donc au Canada, et tu diriges le laboratoire de recherche sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Ça fait maintenant presque 30 ans, ou peut-être même plus de 30 ans, que tu consacres tes travaux de recherche à l'étude de ce phénomène donc du développement du pouvoir d'agir. Est-ce que, en attendant que Luc revienne, tu peux nous dire qu'est-ce qui a motivé, comment tu as été saisi par cette approche? Oui, d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas avoir été là à l'heure. Je pensais être à l'heure. Il y avait un problème de décalage horaire, apparemment. Oui, puis ça a démarré un peu plus tôt, donc Yann, tu es tout excusé. Ah, ok. Je me demandais pourquoi j'étais en retard comme ça. Non, mais merci beaucoup, en tout cas, d'être levé au plein milieu de la nuit. C'est tout cas la question. La réponse, je te posais la question de qu'est-ce qui t'a motivé, comment tu es arrivé à développer cette approche du développement du pouvoir d'agir? Ok, c'est parti d'une analyse assez ancienne maintenant, qui partait de l'efficacité, de la question de l'efficacité des relations d'aide. C'est parti de la question qu'est-ce que signifie aider? On dit souvent les uns les autres qu'on est aidant naturel ou aidant professionnel. Alors comment est-ce qu'on sait qu'on a aidé? Donc toute la question qui est plus large aussi de la fonction des pratiques sociales, à quoi ça sert une pratique sociale? Qu'est-ce que c'est qu'une pratique sociale pertinente? C'est un peu ça qui m'a guidé, c'est les questions qui m'ont guidé au départ. Et pour redonner la parole à Luc, je vais faire très court, simplement dire que je suis très vite arrivé à une opposition entre le structurel et le personnel. Soit on envisageait les pratiques sociales sous un angle strictement structurel, comme un problème d'aménagement des ressources, soit on envisageait le problème comme un problème d'adaptation personnelle, et donc un problème psychologique. Donc ça allait du sociologique au psychologique, et finalement, je me suis concentré sur l'interaction, c'est-à-dire comment passer du personnel au structurel et du structurel au personnel. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est là que la notion du développement du pouvoir d'agir a joué un rôle important parce que c'est justement une façon concrète de développer un affranchissement et non pas une adaptation en travaillant à la fois sur le structurel et sur le personnel. Merci Yann. Luc, tu peux me remettre ton micro pour continuer ton propos. Merci Luc. Voilà, donc j'en étais resté au lancement des assises de la Fondation. Je vous ai parlé de la première ambition, qui est les jeunes et familles au cœur de l'institution co-constructeur. La deuxième, qui est intéressante parce qu'elle vient en support de la première, c'est le déploiement d'un management coopératif sur toute la ligne managériale, au service donc du pouvoir d'agir des jeunes et des familles. Et puis une troisième ambition qu'on ne traitera pas ici évidemment, c'est passer du partenariat à l'alliance. Donc, une conviction très forte au fond que la transformation souhaitée, donc l'agilité, la bienveillance, le retour à nos fondamentaux, genre on ne décide pas tout du haut, passera par la prise en compte des bénéficiaires, de leurs paroles et de leur expertise. Au fond, passera de la prise en charge des bénéficiaires à la prise en compte. Donc, c'est un changement pratiquement de paradigme auquel nous étions invités. Pour ce faire, nous avons misé sur 78 expérimentations au sein de nos établissements ou de nos régions, au sein desquelles les jeunes, les familles, les directeurs, les chefs de service, les professionnels de l'éducation, les partenaires, co-construisent un certain nombre de projets. Alors, très bêtement, comme un règlement intérieur, revisiter un projet d'établissement, etc.
co-construction de plaquettes institutionnelles. Pour la petite histoire, c'était des mamans dans des quartiers chauds de Marseille qui nous disent sur la plaquette, il y a marqué « les familles en difficulté ». Nous, on n'aime pas qu'on nous appelle « familles en difficulté ». Est-ce qu'on ne pourrait pas, avec vous, reconsidérer cette plaquette, ce qui a été fait? Donc, ces expérimentations, d'ailleurs, qui se sont beaucoup inspirées, puisque nous avons travaillé en lien avec ATD Carmonde, qui a été nommé tout à l'heure, sur lequel nous sommes beaucoup appuyés. Et puis, dans la foulée, un comité de jeunes, de familles, de professionnels, 40 personnes au total environ, a été chargé d'analyser ces expériences 78 à la fois réussies, mais surtout les échecs. Et de cette analyse ont émergé des fondamentaux qui garantissent d'une certaine manière les modalités de la co-construction. Parce que ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas qu'un élan du cœur. C'est juste quelque chose de très sérieux et qui nécessite qu'on s'en donne les moyens. Ainsi a été créé très concrètement par ce groupe-là, et puis je vous parle d'une année de travail, hein, un petit livret que j'ai ici qui s'appelle « Le penser et agir ensemble », avec 10 points, 10 repères que ces personnes ont voulu acter. Alors, je ne vous dis pas pour choisir les mots, pour choisir les photos, c'était tout un travail de co-construction, c'est beaucoup plus long, mais on y arrive. Hein. C'est l'expression africaine dont j'ai perdu, qui dit « ensemble, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». C'est quelque chose qui nous a nourris. Alors, ces repères, je vais vous les citer très rapidement, ils sont très importants. Ils rejoignent d'ailleurs ce qu'Hugues a dit à un moment donné. Le premier repère, c'est le consensus, quelque part. Alors, nous, on l'a appelé vouloir changer, l'intention partagée. C'est très important qu'à un moment donné, quand on démarre quelque chose, tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Encore une fois, dans cette équipe, il y a des gens qui sont à la rue, des gens qui sont dans une maison d'enfants à caractère social, mais il y a des professionnels. Vous voyez, il y a des écarts de statut. Donc, une intention claire et partagée. Deuxième repère, nous reconnaître égaux en dignité. On n'a pas le même rôle, ça c'est sûr, hein, mais on a besoin des uns des autres. Troisième repère, qui fait quoi? Au fond, la question des règles claires entre nous, partagées, co-construites. Donc, vous voyez qu'on est déjà, le chemin est déjà dans la co-construction. Ensuite, engager individuellement et collectivement notre responsabilité. Ce n'est pas que l'affaire du directeur, hein. Je mets sur la table ma responsabilité aussi. Et on voit bien dans le territoire zéro chômeur, on est dans cette dynamique-là. Moi, j'ai vu le film dont parlait Hugues qui m'a passionné, vraiment. Nous comprendre en utilisant les mêmes mots. Combien de fois on passe des heures à se parler alors que sous chaque mot, on a des images différentes, des représentations différentes. C'est souvent un dialogue de sourds. Là, j'aurais des tas d'anecdotes à vous donner. Dire à l'autre que j'ai besoin de lui. Voilà. Permettre à chacun de prendre sa place. D'où l'importance d'une animation adaptée de ce qu'on dirait aujourd'hui de l'intelligence collective. Prendre du plaisir ensemble. Ben oui, la vie, c'est ça la vie. C'est pas se prendre le chou. Hein. C'est peut-être qu'il est bon de célébrer nos petites avancées. Il est bon de faire une pause et de rigoler un bon coup. Ça, c'est important. Pas trop se prendre le chou. Expression qui est revenue souvent, quoi. Hein. Et nous ouvrir aux autres. Finalement, ce groupe, ce n'est pas une bulle. Ils n'ont pas la science infuse. Ils cherchent, ils cheminent, ils tâtonnent. Mais ils ont trouvé leur moyen à eux. C'est cette méthode, encore une fois. Alors, c'est là que je vais aller vite. Hein. Ce qui nous est apparu évident à travers la co-construction de cette affaire et sa mise en œuvre par la suite, c'est que ce n'est pas un gadget. C'est que c'est la condition de la réussite de nos actions éducatives et managériales, les modalités pour réussir. Alors, nous avons déployé ces formations Penser et Agir ensemble, c'est toujours en cours d'ailleurs, et parallèlement, c'est tenu, c'est l'autre volet, le lancement de la formation Management coopératif auprès de 700 cadres qui, au service du Penser et Agir ensemble, au service du pouvoir d'agir, est allé sur 6 ans. L'idée est vraiment de conscientiser les professionnels. Il y a nécessité aussi de conscientiser les bénéficiaires de la même manière, parce qu'il y a une manière de s'engager, une manière de dire les choses.
Nous avons fait aussi un colloque important qui a réuni toutes les initiatives et d'autres encore, qui a permis de relire nos actions, de conforter quelques principes que nous avons partagés, et puis surtout de réaffirmer notre volonté de ne rien lâcher. Alors ça, c'est un mot qui est revenu tout le temps, ne rien lâcher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut garder cette pépite qui constitue cette notion de co-construction avec les modalités de réussite, il faut réactiver, renforcer à chaque fois la dynamique. Alors, où en est-on aujourd'hui? Très clairement. Depuis 2018, le penser agir ensemble se traduit par des initiatives au cœur même de nos établissements. Certains établissements sont structurés autour de cette affaire-là. On voit bien que le penser agir ensemble s'inscrit progressivement, mais sûrement, dans l'ADN de la Fondation. Une manière de faire, on ne reviendrait plus en arrière aujourd'hui, c'est une évidence. Encore une fois, je dis, ce n'est pas un gadget, c'est vraiment des conditions de réussite. Donc c'est vital pour l'institution. Très récemment, en 2019, nous avons été plus loin. Une commande a été passée par la direction générale, et le conseil d'administration d'ailleurs, pour mettre en œuvre un texte de référence pour construire des hypothèses nouvelles également d'association des jeunes et des familles à la gouvernance, tant au niveau local que régional et national. Donc en janvier 2019, le comité exécutif a validé ces propositions. Je vous en donne 3, il y en a une dizaine. Présence des jeunes et des familles au sein des comités exécutifs, du comité exécutif national au moins 2 fois par an. 2, généraliser la présence des bénéficiaires dans les instances des établissements, ça c'est parti de manière très forte. Et participation des bénéficiaires dans les instances régionales, les conventions de cadre, les réunions régionales, etc. Alors, il s'est passé quelque chose de très fort en septembre 2020, très récemment, c'est que des jeunes et des familles, une vingtaine présents à la convention des cadres de la Fondation d'Auteuil, demandent explicitement, ce n'était pas prévu, à la direction générale la création d'un comité national jeunes familles, d'ailleurs et professionnels, pouvant être saisis par le conseil d'administration ou le COMEX de sujets d'orientation majeurs. Cette proposition est rapidement validée par la direction générale. Donc, il existe aussi une commission au sein du conseil d'administration, dont je vais faire partie prochainement, qui s'appelle « Prise en compte des jeunes et des familles », qui aura pour objectif d'accompagner cette démarche qui est maintenant, qui se déploie. Alors, encore une fois, je suis d'accord avec, je crois, ce que disait Hugues, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la réussite, ça va de réussite, ça va d'accrochage, de tension, voilà, c'est la vie, quoi. C'est jamais simple. Mais l'idée aujourd'hui, c'était de traduire dans l'organisation ce concept du penser agir ensemble pour que qu'on l'intègre véritablement et définitivement dans notre ADN. Pour conclure, les fruits, les convictions qui se dégagent aujourd'hui, eh bien, il y en a quelques-unes de très fortes. D'abord, la pensée institutionnelle, telle que nous la portons et nous la portons, serait de toute façon incomplète sans l'expertise des jeunes et des familles. Moi, je suis frappé par certaines familles qui n'ont vécu qu'une précarité extrêmement violente et qui nous apportent, dans le cadre d'une réunion, des éléments absolument fondamentaux pour bouger. Tout simple, l'expertise de la vie, l'expertise d'une souffrance qui fait fi des grands discours comme le mien aujourd'hui, mais qui est dans l'action, qui est dans la vraie vie et qui s'impose à nous. L'impact aussi sur nos établissements. On a vu dans beaucoup de nos établissements, on n'a pas fait d'enquête très sérieuse sur le sujet, mais la tendance, c'est que le climat social s'améliore. Pourquoi? Parce que jeunes, familles, professionnels se parlent autrement que dans des rapports de sachants, dominants, etc. Et puis bon, je me répète, mais c'est vital pour la transformation de notre fondation. Pas une seconde, on voudrait revenir en arrière. Pour finir, 5 points que je ne développerai pas. C'est des recommandations au fond qu'on se fait à nous-mêmes. Premièrement, il est absolument nécessaire pour continuer, pour renforcer, pour déployer, que les instances exécutives soient impliquées et impulsent. D'où l'importance du management coopératif qui fait qu'à un moment donné, les gens
permettent, autorisent d'une certaine manière les choses. Deuxièmement, nous avons un cadre législatif qui nous oblige également, qu'on oublie souvent. J'en cite quelques-uns. La Convention internationale des droits de l'enfant, passionnant, tout est dit. Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, incroyable. La loi égalité et citoyenneté, et la loi de 2002, évidemment, pour la protection sociale. Troisième point, c'est un changement culturel important qui nécessite un pilotage souple et déterminé qui favorise les petites victoires, les petits pas solides. Avançons humblement, réussissons nos petits projets, parce que de ces petits projets pourront essaimer demain de vraies transformations. Et entretenir sans cesse la dynamique. Hein, la difficulté implique une démarche permanente. Les grands rendez-vous sont importants pour relire, pour célébrer, pour se redire les choses. Et travailler, je l'ai dit tout à l'heure, à la conscientisation des professionnels et des bénéficiaires. Et enfin, la formation, l'accompagnement des personnes pour aller plus loin et, comme je disais, ça a été notre slogan, ne rien lâcher. Voilà, merci. Merci beaucoup, Luc. Alors, Yann, à partir de ce que vient de nous partager Luc, et on verra avec Hugues tout à l'heure également, par rapport à quelques points qu'on repartagera, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Beaucoup de choses. Ce que j'essaie de voir, c'est ce que je ne vais pas vous dire. En fait, la question qui se pose de façon fondamentale, c'est que les changements structurels dont parle M. Ménager doivent reposer sur une finalité claire, c'est-à-dire sur une pratique concrète. Vous avez dit tout à l'heure de façon très claire qu'il faut y ait une conscientisation et un accompagnement. Je vais me concentrer sur la question de l'accompagnement. On peut réformer les structures. On voit le travail qui a été fait chez les apprentis d'Auteuil, qui est important, avec un effort et une volonté politique très claire de co-construire avec les personnes. Mais ces structures doivent s'incarner dans une pratique quotidienne. Et là, on frappe un mur, comme on dit au Québec. C'est-à-dire là, on rencontre un obstacle. Parce qu'on se retrouve devant une culture professionnelle qui n'est pas fondée sur l'affranchissement des personnes, mais sur la prise en charge. C'est ce qu'on appelle le côté sauveur. C'est même à la racine de la motivation d'une bonne partie des gens qui font cet emploi. Or, ce côté sauveur est une pratique contre-productive lorsqu'on veut faire la construction. Parce qu'on prend en charge, en fait, on récupère la construction par l'expertise professionnelle. Et comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il faut trouver une forme de pratique qui puisse marier l'expertise professionnelle et l'expertise expérientielle. Et faire en sorte qu'il y ait une négociation entre les deux. Et ça soulève beaucoup d'obstacles. C'est le travail qu'on a fait essentiellement depuis ces dernières années, c'est qu'on a essayé de mettre au point une façon d'incarner la notion de pouvoir d'agir, c'est-à-dire qu'on peut entendre pouvoir d'agir au sens de possibilité d'agir, de possibilité de mettre en place les éléments nécessaires au fait de pouvoir réguler les éléments de sa vie personnelle, professionnelle, pour soi, pour ceux qui sont importants pour nous. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait trouver une façon de mettre en pratique qui soit à la fois simple, qui ne soit pas trop technique, et qui garantisse que ces personnes-là puissent avoir les moyens soutenus pour s'affranchir des difficultés qu'ils rencontraient, et non pas pour s'y adapter. Et cette pratique devait se trouver au cœur du structurel et du personnel. C'est-à-dire que si on ne fait que des réformes sociales sans changer les pratiques professionnelles, on ne parviendra pas à faire incarner de façon concrète les réformes sociales. C'est-à-dire qu'on va devoir porter avec une forte énergie tous les changements structurels et espérer que les changements structurels soient une garantie de changement des pratiques. Or, ça ne marche pas comme ça. Cette logique descendante, même avec un comité bénévole national, va buter sur la pratique quotidienne, va buter sur la culture professionnelle. Et il y a un travail à faire au niveau professionnel également et au niveau personnel.
Donc, il fallait trouver une approche qui puisse permettre de travailler, de redéfinir la posture de l'intervenant, de manière à ce qu'il puisse travailler simultanément sur le structurel et sur le personnel. Alors, pour être plus précis, il y a à peu près 4 rôles qu'on a identifiés qui sont des postures professionnelles plus ou moins compatibles avec le pouvoir d'agir. Le premier rôle, c'est le rôle du policier, du contrôle social. On a, dans certains contextes, besoin de vérifier que les subsides qui sont consacrés au soutien des personnes sont bien imputables, sont bien attribués aux personnes nécessaires. Il y a une fonction de vérification. Elle est souvent passée par les réseaux sociaux, par le travail social et les réseaux de pratiques sociales, mais ce n'est pas la fonction vraiment de l'aide. C'est une aide qui est formelle, on vérifie simplement sa conformité avec les attentes politiques. Mais il y a un rôle de policier, un rôle de contrôle social. Il y a un rôle de sauveur. C'est-à-dire, c'est la logique fondamentalement médicale qui fait que toute l'expertise de l'identification du problème et de la solution est attribuée au professionnel. C'est lui qui sait, c'est lui qui évalue, c'est lui qui décide ce qu'il faut faire. Cette logique de prise en charge fait en sorte que les professionnels du social en ont facilement plein les bras. Et très rapidement, vous qui avez fréquenté, M. Ménager, beaucoup de personnes sur le terrain, très rapidement, on se rend compte que ce souci de nous aider, un peu sous le mode « on veut votre bien, on va l'avoir », finit par faire une forme d'oppression. Est-ce qu'on veut tellement réussir l'accompagnement qu'on veut mettre en place qu'à la limite, la non-conformité de la personne avec ce qu'on voudrait qu'elle fasse fait en sorte qu'elle nous pose problème. Je dis souvent à la blague, on entre souvent dans le bureau d'un travailleur social avec un problème et on sort avec deux. Parce que le premier problème, c'est celui pour lequel on est venu. Le deuxième, c'est celui pour lequel la personne, l'intervenant social, voudrait qu'on travaille. La troisième position, c'est la position du militant. Alors, c'est la position du militant, c'est celle qui consiste à considérer que les structures doivent être changées en préalable au changement des pratiques. C'est-à-dire il faut travailler pour une cause commune et la mise en commun des efforts, le faire ensemble, va suffire à lui-même pour permettre un changement. Donc c'est déjà beaucoup plus intéressant parce que ça dessine les possibilités d'une co-construction, mais ça fait reposer le changement sur la dynamique collective et donc ça écarte un peu les problèmes personnels. Alors dans l'approche des PA qu'on a développée, on considère que les problèmes sociaux sont des problèmes structurels, c'est-à-dire des problèmes d'accès des ressources et de circulation des ressources, d'utilisation des ressources, mais qui ont des impacts personnels différents. Donc, à la fois, il faut travailler sur le changement structurel et il faut permettre aux personnes de prendre en considération leurs difficultés pour s'affranchir de ces problèmes structurels. Donc, une solution du type militante qui consiste à changer l'aspect structurel en espérant que ça réglera des problèmes personnels est incomplète au mieux. Et la quatrième position, la position du passeur. Le passeur est un professionnel de l'aide qui ne demande pas aux gens d'où ils viennent ni où ils vont. Il leur permet simplement de négocier un passage difficile. Ce passage difficile, il est ponctuel, contextuel et il se pose en termes de ressources. De quoi j'ai besoin pour passer à travers la difficulté avec laquelle je me retrouve. Et on n'a pas besoin de sortir son curriculum vitae ou d'expliquer pourquoi on se retrouve dans la situation dans laquelle on se retrouve. Je prendrai ici la notion de dignité dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que la dignité, c'est le fait d'être traité comme quelqu'un qui peut agir sur sa vie pourvu que les conditions soient réunies. Et le passeur est là pour réunir les conditions pour ce passage difficile, sans poser de questions sur l'origine du problème et sans poser de questions sur la destination de la personne. Parce qu'on n'a pas de compte à rendre sous prétexte qu'on ne se sent pas bien ou qu'on ne va pas bien.
contrairement à l'aspect sauveur, où alors il va y avoir tendance à associer un contrôle à la prise en charge. Donc voilà pour l'essentiel. Je vais vous dresser un portrait rapide. Je crois que ce qu'on peut retenir de façon importante, c'est qu'il faut absolument réformer la pratique professionnelle pour qu'elle s'intéresse à la fois au structurel et à la fois au personnel. Sur le plan structurel, l'idée, c'est de faire en sorte que le professionnel soit un peu comme une charnière sur une porte, c'est-à-dire placé au bon endroit au bon moment et soit capable de faire bouger les choses beaucoup plus vastes, beaucoup plus importantes que lui, mais toujours en concertation avec les personnes accompagnées. En fait, il doit pouvoir s'arranger pour faire en sorte d'éliminer les obstacles structurels ou de les réduire pour permettre le passage de l'action collective ou de l'action personnelle. Il étend son rôle. Il n'est plus là simplement pour aider une personne qui a une difficulté idiosyncratique particulière. Il est là pour faire en sorte que la personne ne puisse dépasser l'obstacle, quelle que soit la nature de l'obstacle. Ça veut dire qu'il faudrait que nos professionnels soient formés au changement structurel. Comment changer les choses au quotidien, changer le monde au quotidien. À la fois pour contribuer à ce changement et pour accompagner les personnes qui vont le conduire. Une des thèses fondamentales de cette approche, c'est que les personnes les mieux placées pour pouvoir conduire au changement structurel, c'est... Comment dire ça? Les professionnels doivent redéfinir leur conception du travail et de l'intervention sociale. Vous voulez intervenir, M. Sibyl? Oui, mais alors, justement… Je ne sais pas combien de temps on a encore, mais s'il nous reste 5 minutes, oui, je veux bien en dire quelque chose. Alors, on a de la chance puisqu'il nous reste une demi-heure si mon compte est bon. Donc, on a le temps à la fois de discuter et on a à la fois de répondre aux questions. Donc, moi, j'aurais aimé, parce que c'est vrai que territoire zéro chômeur, Hugues Sibyl, d'abord, vous vouliez réagir. Donc, je vous laisse réagir et après, j'aurai une ou deux questions. Oui, moi, je voulais revenir. Donc, moi, je suis ce matin dans une réunion du Centre français des fondations, des fonds de dotation. Donc, j'essaye de voir à travers ces sujets du pouvoir d'agir et de la fragilité, qu'est-ce qui intéresse et concerne le monde des fondations et fonds de dotation. Et en quoi, par exemple, l'expérience de territoire zéro chômeur n'est qu'une illustration finalement qui peut intéresser. Donc, en vous écoutant, j'ai noté 4 choses. D'abord, la notion de réciprocité. Je crois que fondamentalement, on doit changer son regard, c'est ce que vous venez de dire, monsieur Lemassé, ou ce qu'a dit Luc Mélager, c'est-à-dire que moi, j'ai été pendant très longtemps un bénévole de Solidarité Nouvelle face au chômage. Quand j'y suis allé au début, je pensais apporter, moi, donner finalement aux autres ce que je pouvais leur donner. Et j'ai compris que c'était réciproque. Les gens qui étaient au chômage et que je venais pour aider m'ont énormément apporté. Ils m'ont remis en cause. Cette réciprocité, je pense qu'elle concerne les fondations. C'est-à-dire que moi, ce que je vois en tant que président d'une fondation, c'est que notre façon de travailler aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était il y a 5 ans doit être plus sur l'ordre de la réciprocité, de l'ordre de l'écoute. Nous ne sommes pas que des distributeurs d'argent. Nous devons regarder quel est le problème des gens que nous allons financer et voir avec eux quelles sont les bonnes solutions en les écoutant fondamentalement et en faisant ce que vous avez appelé du management coopératif. Par exemple, nous, Fondation de Crédit Coopératif, de plus en plus, on essaye de faire coopérer des gens autour du problème. Des gens qu'on a repérés parce qu'on les finance, qui travaillent sur le même sujet, on les invite à travailler ensemble, c'est-à-dire à augmenter leur pouvoir d'agir. Donc, réciprocité, pouvoir d'agir et rôle des fondations qui doivent changer, je pense, leur façon de faire. Pour sa deuxième remarque, le territoire. Moi, j'ai parlé de territoire zéro chômeur. Je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir d'agir, la dimension du territoire est beaucoup plus importante qu'elle n'était il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. J'ai dit que dans le territoire zéro chômeur, on essayait de faire de la fabrique de consensus sur le territoire. Ceci se passe
ne peut se passer que beaucoup plus difficilement au niveau national. Là encore, je pense que ça interroge les pratiques des fondations et fonds de dotation. Comment sont-elles présentes sur le territoire? Est-ce que les fondations territoriales qui existent sur le continent nord-américain pourraient se développer davantage en France? Comment est-ce qu'elles peuvent accompagner ces expériences territoriales? Parce qu'une partie du pouvoir d'agir, de l'implication, ce que vous avez dit, Monsieur Ménager, doit se faire au plus proche du terrain. Et ça, c'est quand même, dans un pays comme la France, c'est une mutation culturelle qui est loin d'être terminée. Nous restons quand même assez fortement un pays jacobin, pas seulement pour l'État, mais aussi pour les grandes organisations, même celles de l'économie sociale. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail pour augmenter le pouvoir d'agir, pour régler les problèmes de fragilité humaine, d'être plus proche du territoire. Troisième remarque que je voudrais faire, c'est que le pouvoir d'agir, œuvrer pour améliorer les questions de fragilité humaine, pardon, je vais dire un gros mot, mais impose aussi de financer de l'ingénierie. Ça ne s'invente pas de mettre au point des méthodes. Ça ne s'invente pas, ce n'est pas en claquant des doigts. Donc, il faut investir en ingénierie, faire qu'une expérience comme Territoire Zéro Chômeur soit au point, c'est-à-dire qu'on ait les 4 phases que j'ai dites, qui paraissent simples comme ça, construire une entreprise à but d'emploi, avoir un modèle économique, toutes ces choses-là, on le sait dans l'économie qu'il faut investir dans l'ingénierie des projets. On sait que ça coûte de l'argent de créer une usine, par exemple. Et dans nos domaines, qu'on peut appeler sociaux, sociétaux, on a l'impression que ça doit être fait le soir, à la petite semaine, de point de vue bénévole. Nous devons demander à ce qu'il y ait de l'investissement en ingénierie. Et là, les fondations ont un rôle particulier à jouer parce qu'elles peuvent, et elles sont formidablement bien placées pour faire cet investissement en ingénierie, en demandant qu'il y ait de l'impact à cette ingénierie, en demandant qu'il y ait une évaluation de l'impact, mais en mettant de l'argent pour dire, vous voulez faire ce projet, vous avez besoin de 2 ans pour le mettre au point, je vais vous financer ces 2 ans. Vous allez embaucher 3 personnes pour travailler, je vais vous en financer une partie. Et là, il y a un enjeu considérable pour le monde des fondations d'accepter de mettre cet argent sur la table. 4e point que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai parlé d'une expérimentation qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur. L'enjeu du passage de l'expérimentation à la généralisation ou à l'extension, disons, de ce qu'on a appris dans l'expérimentation est aussi quelque chose de fondamental parce que à un certain moment, face à des problèmes de société qui sont des problèmes cruciaux, il faut sortir du small is beautiful. Il faut être capable d'avoir des résultats significatifs. Je rappelle quand même qu'avec le Covid, les demandes de RSA sont en train d'exploser. Je rappelle que l'aide alimentaire, les demandes d'aide alimentaire dans ce pays sont en une explosion énorme. Donc, sur les questions d'alimentation, la précarité alimentaire devient un problème considérable. Et donc, il faut que les solutions qui sont trouvées, par exemple, pour lutter contre la précarité alimentaire, soient des solutions qui puissent se généraliser pour faire reculer le problème. Et là, je terminerai là-dessus. Je pense que nous vivons une période qui est très difficile. Et dans le lien avec la dimension fragilité écologique et fragilité humaine, les liens sont forts. C'est qu'aujourd'hui, si je prends cet exemple après le chômage, si je prends l'exemple de la précarité alimentaire, nous ne pouvons pas nous contenter d'augmenter la distribution de l'aide alimentaire, de repas qui sont donnés. Il faut aussi transformer le modèle de l'alimentation, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de mettre des tricots stériles sur le problème ou de dire qu'on augmente à la sortie des grandes surfaces le fait de récupérer des boîtes de conserve pour les distribuer aux pauvres qui ne peuvent pas s'alimenter. Il faut transformer le modèle alimentaire pour régler le problème de la précarité alimentaire. Et là aussi, je pense que le monde de la philanthropie, qui est un monde d'intérêt général, je rappelle que les fonds de dotation et les fonds de dotation, leur vocation, c'est l'intérêt général, ont un rôle tout à fait essentiel pour faire que la philanthropie soit aussi acteur de transformation pour que les problèmes ne reviennent pas de manière incessante, mais qu'on ait modifié le modèle. Voilà ce que je voulais ajouter, pardon, toujours avec un peu de flamme, mais c'est parce que je reste très motivé par la question. Merci.
Merci beaucoup, Hugues. Alors, Yann, j'aimerais que tu puisses réagir par rapport à ce que vient de dire Hugues, et puis en reprenant les 4 phases hein, de territoire zéro chômeur, donc fabriquer un consensus, rencontrer les personnes privées d'emploi, recenser les travaux utiles, et puis créer des entreprises spécialisées. Donc, Yann, est-ce que par rapport à ce que vient de dire Hugues et à l'expérience territoire zéro chômeur, tu veux nous partager des choses? Je n'ai pas entendu la présentation de Hugues parce que je n'étais pas là. Non, tout à fait. Donc, on est sur donc, territoire zéro chômeur, objectif, tout le monde peut travailler, tout le monde a le droit de travailler. Donc, on est sur un territoire qui est défini et qui part. Je rappelle à Yann brièvement, il y a 3 fondamentaux. Personne n'est inemployable, ce n'est pas le travail qui manque, ce n'est pas l'argent qui manque. Ça, c'est les 3 fondamentaux. Et il y a 4 principes. Tous les chômeurs sont repérés sur le territoire. Les embauches sont non sélectives, donc on a vocation à embaucher tous les chômeurs de longue durée qui le souhaitent. L'emploi doit être de qualité, accompagné d'une formation, et on crée des emplois supplémentaires aux emplois existants. On ne prend pas sur des emplois qui existent déjà des entreprises pour ces chômeurs de longue durée, on crée des emplois supplémentaires. Donc il y a un corpus, disons, dans l'expérimentation de territoire zéro chômeur qui est très fort, qui a été porté pendant des années, dans lequel ATD a joué un rôle important. Patrick Valentin, parce qu'il faut aussi dire que dans tout ça, il y a des hommes ou des femmes, à un certain moment, qui ont une vision et qui sont engagés très fortement et qui vont faire que ces projets vont naître. Et ça a été le cas pour territoire zéro chômeur. Donc cette vision, elle est extrêmement forte et elle est gardée, c'est-à-dire que les gens qui portent ce projet aujourd'hui s'assurent qu'on reste fidèle aux fondamentaux qui ont été posés au départ. Ok, merci. Je veux intervenir simplement sur un aspect qui me paraît important, c'est la question de l'enracinement de la définition du problème, ici la question du territoire zéro chômeur, avec le point de vue des personnes. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que techniquement, il faut que ça se traduise dans la pratique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir mettre en place une pratique comme territoire zéro chômeur, il faut passer systématiquement par la définition du problème et des solutions par les personnes concernées. Alors, on fait une distinction entre les personnes concernées et les personnes impliquées. Les personnes concernées sont des personnes qui vivent avec les conséquences des décisions. Quand on se réunit avec beaucoup de bonnes intentions et de générosité pour aider une partie de la population, on est impliqué. Mais quel que soit ce qui va se passer, on n'est pas concerné. On n'a pas à composer avec les conséquences des décisions qui sont prises. Les personnes concernées ont un point de vue tout à fait unique parce qu'elles composent avec les conséquences des décisions. Donc, une des choses, par exemple, qui est importante dans le cadre du modèle avec lequel on travaille, c'est que toute décision compatible avec le développement du pouvoir d'agir doit partir d'une négociation de la définition du problème et des solutions par les personnes concernées, avec les personnes concernées. Et pourquoi des problèmes et des solutions? Pourquoi on distingue les deux? C'est parce que très souvent, on arrive parfois à s'entendre sur la nature du problème, mais par contre, on ne s'entend pas du tout sur la nature de la solution. Et on parle de co-construction avec les personnes pour ce qui est de la définition du problème. On veut bien que les personnes participent à définir le problème, mais dès qu'il s'agit d'appliquer des solutions, il n'y a plus de co-construction. Les détenteurs de ressources se gardent la priorité et le privilège de décider de comment ils vont les allouer. Donc en fait, ça ne marche pas. Les recherches nous montrent ça très clairement. Si on veut impliquer les gens, on n'a pas à les considérer comme en difficulté ou fragiles, mais comme ayant un problème de pouvoir d'agir qu'ils doivent transcender, dont ils doivent s'affranchir, dont ils peuvent s'affranchir, on est là pour les aider. Et pour les aider, on doit de façon indispensable, incontournable, un des piliers de l'approche, il y en a 4, de façon incontournable, on doit faire en sorte que les personnes fassent partie de la négociation, de la définition du problème et des solutions. Luc, sur ce sujet-là, tu nous l'as abordé rapidement. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux justement nous donner quelle a été la méthode? Tu as parlé de 78 expérimentations. Comment ça s'est passé? Et j'aimerais aussi que tu nous parles des freins. Quels ont été les freins? Parce qu'on le voit dans cette approche,
on a une révolution géométrique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là pour les gens, mais on est là avec les personnes. Et on n'est pas là en disant ce sont des personnes fragilisées, mais ce sont des personnes qui sont à cause de structures, à cause de moyens et par rapport à des forces qu'elles disposent, qui sont en difficulté momentanément. Et ce momentanément peut être plus ou moins long. Parce que j'entends des différentes interventions, là, Yann et Hugues encore récemment, c'est que dans nos démarches, il nous faut passer de la bonne intention, de la bonne intuition à la bonne opérationnalité. Ça me semble très important. Parce que les freins, en effet, on peut parler de freins. Moi, j'avais listé, lorsqu'on a fait le tour de nos établissements, on a rencontré quand même toutes nos équipes de direction, etc. J'avais listé, je crois que le chiffre était autour de 35 raisons de ne pas le faire. Voilà. C'est juste verrouillé de chez verrouillé. C'était le sentiment qu'on avait. Alors, mais quoi? Vous allez faire mai 68, mais c'est quoi l'autorité dans ce bazar? Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Enfin, et j'en passe et des meilleurs. Bon. Et on voit bien que, et Yann, j'ai été intéressé par ce que vous avez dit sur les professionnels et leur rôle. Et au fait, on bute effectivement vers des statuts, vers des images, enfin des gens qui se font une certaine idée de leur métier. Hein, on est des professionnels, on est des techniciens, on a l'expertise. Et certains, effectivement, peut-être sans le vouloir au fond, mais verrouillent complètement les affaires et empêchent qu'une vraie parole puisse émerger d'un collectif. Voilà. D'ailleurs, ça m'amène à penser que j'ai la conviction que ces mêmes professionnels-là, et j'en suis moi à l'origine, je connais bien le milieu, peuvent changer, peuvent bouger. Et ils peuvent bouger par l'expérimentation. Et là, j'ai plein d'anecdotes de gens qui sont arrivés avec la puissance du savoir et qui ont quitté la Réunion avec la puissance de l'humilité. Quelque chose qui, de l'ordre d'une conversion du cœur. Tout à fait. Voilà, c'est pas cérébral, c'est pas intellectuel. Je suis retourné d'un seul coup. J'ai vu un directeur qui m'avait pas agressé, mais on n'agresse jamais aux apprentis d'Auteuil, mais on dit les choses quand même, parfois un peu durement, parce qu'il a accepté, et c'est tout à son honneur, d'expérimenter avec des jeunes et des familles, des professionnels, la mise en place d'un projet, est revenu en disant, mais qu'est-ce que je suis con, mais c'est une évidence absolue, et je n'ai pas perdu d'autorité. Ma stature ne s'est pas écroulée, au contraire. Je vois bien que mon autorité est autre, mais elle est puissante avec les autres. Et ensemble, on peut aller vers une transformation. Donc, oui, c'est un changement de paradigme, mais ce changement doit être accompagné. Ce sont des formations, c'est des expérimentations, des relectures, et souvent, c'est d'abord, et à mon avis toujours, une conversion personnelle, une démarche extrêmement personnelle. Alors, Hugues, réaction. Et deux mots là-dessus. Je souscris absolument à ce que Luc vient de dire, et je pense que ça pose une question à l'action publique. La première chose, c'est d'admettre que je ne dois pas être dans la situation de je ne connais pas bien la question, mais j'ai la réponse. Or, malheureusement, en particulier, je vais mettre les pieds dans le plat chez nos hauts fonctionnaires, je ne connais pas la question, mais j'ai la réponse. Et donc, ce que vous venez de dire sur l'humilité de l'approche, je l'applique à la puissance publique. Je pense qu'il y a une mutation culturelle à faire importante pour dire je vais d'abord essayer de savoir quelle est la question. Et puis après, on va bâtir ensemble la réponse. Mais je n'arrive pas en me disant la réponse, je l'ai. Je n'ai pas encore travaillé votre question, mais j'ai déjà la réponse. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que au titre de président du labo de l'ESS, et je pense que ça correspond assez bien au sujet de ce matin, pour symboliser les choses, nous disons que nous avons une méthode qui s'appelle la méthode REV. REV, c'est 4 lettres. R comme résister, E comme expérimenter, V comme voir loin, avoir une vision,
et E comme évaluer. Et je trouve que dans ce qu'on se dit ce matin, et en tout cas dans l'expérience territoire zéro chômeur, on est en plein dedans. Parce qu'il faut d'abord vouloir résister au chômage longue durée. Il faut d'abord avoir comme position quasi philosophique, je n'en veux pas. Je ne veux pas que des gens restent pendant 5 ans au chômage. Je ne veux pas que des gens soient dans la situation de précarité alimentaire dans laquelle il y a un refus. Je le refuse. Je résiste. Deuxièmement, plutôt que d'avoir des solutions qui tombent du sommet, comme on a l'habitude en France, nous allons expérimenter, nous allons voir ce qui marche, nous allons regarder quelles sont les bonnes solutions. Donc, cette notion d'expérimentation est fondamentale. Mais troisièmement, il faut une vision, et c'est celle que j'ai essayé de donner pour Territoire zéro chômeur, c'est-à-dire qu'il y a des principes, on ne fait pas n'importe quoi. On a des chartes, on a des éléments qui donnent un cadre fort pour l'action. Quand on dit nul n'est inemployable, c'est très fort comme expression pour Territoire zéro chômeur. C'est très fort, c'est pas rien de dire ça. Hein. Donc il faut une vision, et ensuite le E, c'est évaluation, c'est-à-dire que si on veut expérimenter, il faut admettre à un moment de dire est-ce que ça marche ou ça marche pas. Et puis si ça marche pas, on arrête. On arrête. On a essayé ça, eh ben, c'est pas grave. On a essayé, ça marche pas. Ça marche bien, on va plus loin. Et ça aussi, c'est une mutation culturelle française qui est à faire, c'est qu'on a du mal un peu avec cette démarche-là. J'expérimente, j'évalue, j'expérimente, j'évalue. Et selon les résultats de mon évaluation, eh bien, je continue ou bien je bifurque ou bien j'arrête même, et c'est pas grave d'arrêter. C'est la vie, on a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, on va faire autre chose. Donc c'est cette méthode pour moi, résister, expérimenter, avoir une vision et évaluer, est fondamentale de ce que peut être un pouvoir d'agir, et en particulier appliqué à la fragilité humaine. Merci Hugues. Yann, une réaction? Oui, je vais peut-être reprendre de quelques points. La question de la défense du statut. En fait, la résistance des professionnels vient du fait qu'on leur propose une autre perspective, mais on ne leur donne pas de finalité d'échange. C'est un peu comme si on leur disait de continuer à essayer d'obtenir ce qu'ils voulaient obtenir, mais sans avoir de pratique alternative. Il y a une nécessité d'accompagner ces professionnels. La résistance est naturelle. Ils parlent d'un terrain connu et vous les emmenez vers un terrain inconnu. Et il y a un premier questionnement qui doit se faire sur la finalité. Aider professionnellement, pourquoi faire? Pour obtenir quoi? Qu'est-ce qu'on veut que l'autre devienne? Qu'est-ce qu'on veut obtenir de l'autre? Est-ce que c'est un succès dans une relation d'aide? Alors, si vous parlez au gestionnaire d'une institution locale, il ne vous dira pas la même chose du succès, le sentiment de succès, que si vous parlez à un travailleur de rue. Donc, il faut un cadre de référence qui soit alternatif. Pour ce qui est du changement, dans l'approche avec laquelle on travaille, on considère que les gens ne changent que quand ils y ont intérêt. C'est-à-dire lorsque ça fait sens pour eux et lorsque ça leur permet d'avoir une pratique renouvelée. Parce que vous parliez du coup de cœur tout à l'heure, vous parliez du coup de cœur, en fait, c'est l'expérience et le fait d'expérimenter concrètement qui a permis à la personne de découvrir qu'il y avait un double avantage à intégrer le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que non seulement on s'enrichit, mais en plus l'autre nous montre comment l'accompagner. Parce que une des hypothèses fondamentales de cette approche, c'est que c'est l'autre qui sait ce qui est bon pour lui, ce qui marche avec lui. Et ça ramène à la question du fonctionnaire qui est tout à fait dans la même position. Il a la solution parce qu'il est payé pour avoir la solution. C'est-à-dire parce qu'il pense son métier comme étant nécessaire d'avoir la solution. Il est là pour apporter des réponses. Alors qu'à partir du moment où on lui dit on n'attend pas de toi d'apporter des réponses, il ne sait plus du tout à quoi il sert. Et il y voit une utopie beaucoup plus qu'une possibilité. D'où l'importance de partir, de s'entendre sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut aider, pourquoi faire. Faire des pratiques sociales, pourquoi faire. Mettre en place des dispositifs sociaux, pourquoi faire. Et tant qu'on n'a pas une vision commune qu'il s'agit, selon nous, de développer le pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, ce qui, dit en passant, consiste à s'intéresser aux forces des personnes et non pas à leurs fragilités, parce que les fragilités, on en a tous, il n'y a pas de raison d'insister sur celles des personnes concernées, mais ils ont quelque chose, ils ont des forces, ils ont des potentialités, et c'est en s'appuyant sur ces potentialités qu'ils pourront dépasser les obstacles qu'ils rencontrent.
Mais la question importante, c'est de faire en sorte qu'il y ait une finalité commune. Et en fait, ça nous a amené à poser la question générale, à quoi servent les pratiques sociales? À quoi et à qui? Et à quoi elles devraient servir? Donc, on a développé un cas théorique là-dessus, et philosophique. Mais c'est ça, je voulais préciser ça, c'est que le fait qu'il y ait de la résistance, c'est parfaitement normal, autant de la part des personnes concernées que des personnes accompagnées. Dernière chose, Merci, la Yann. question de sa Oui, vas-y. marche, l'évaluation. La particularité des pratiques sociales, c'est que ce n'est pas comme des usines de production, ce sont des pratiques qui doivent s'adapter au contexte. C'est-à-dire que là où ça marche parce qu'on est dans un contexte A, ça ne marchera peut-être pas parce qu'on est dans un contexte B. Ou du moins, tout ne marchera pas. Donc, il faut avoir une approche de l'évaluation qui consiste à attribuer la valeur au mécanisme d'appréciation, beaucoup plus qu'à une valeur absolue qui devrait être appliquée partout, par tout le monde, dans tout lieu. C'est la raison pour laquelle on n'utilise pas la notion d'évaluation, mais la notion de validation. C'est-à-dire de vérifier la pertinence écologique, entre guillemets, du programme. Et donc, on considère que ce qui marche, c'est ce qui est ajusté au contexte, avec des éléments qui passent d'un contexte à l'autre, qui sont transversaux, mais des éléments seulement, et non pas des recettes. Or, un des problèmes du haut fonctionnariat, c'est qu'il travaille dans une logique de planification, et il cherche la façon de la martingale, la façon de régler le problème une fois pour toutes, partout, dans tous les milieux. Et ça ne marche pas, parce que les problèmes sociaux sont toujours incarnés de manière contextuelle, de façon particulière. Merci beaucoup, Yann. Il nous reste quelques minutes. Je vais en profiter pour faire un peu une conclusion très modeste par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Mais en tout cas, ce qui m'apparaît comme étant encore plus criant après cette matinée, c'est que les fonds de dotation et les fondations ont un rôle à jouer dans ce changement majeur qui se joue aujourd'hui, ou en tout cas qui peut se jouer, et on peut être un accélérateur dans cette mutation de notre façon d'intégrer les personnes fragilisées. Voilà. On est aujourd'hui, et Yann, on n'a pas le temps d'en parler, mais seule l'action est réparatrice. Donc, s'indigner, c'est super, c'est très très bien, mais il faut agir. Agir, comme l'a dit Hugues, comme l'a dit aussi Luc, avec des expérimentations. Donc, il faut accepter véritablement de se tromper, ou en tout cas que ça ne marche pas, ou ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, ça révèle des choses et ça permet aussi toujours d'intégrer les personnes pour qui on est là. Chacun autour de cette table défend des causes, défend des personnes, aide des personnes à se remettre en route, et c'est ça qui est important. En fait, on a aujourd'hui une véritable intégration de la personne fragilisée dans le processus de décision. Et ça nous remet vraiment totalement en cause. Et ça, vraiment, les fondations et les fonds de dotation, me semble-t-il, ont un rôle extrêmement important pour pousser cette approche et cette place à égalité. Je suis avec une personne qui a faim, je suis avec une personne qui n'a pas d'emploi, je suis avec une personne qui a des problèmes de famille, je suis avec une personne qui a un problème de logement. Mais en tout cas, ce n'est pas moi qui détiens la solution. Je suis quelqu'un qui va aider. Il y a une dernière chose dont on n'a pas du tout parlé, mais en fait qui était sous-tendue, c'est le temps. C'est la notion de temps. On voit que le territoire zéro chômeur, voilà, quand on regarde l'historique, je vous invite à aller voir le site, c'est un temps qui est un temps long. Et on voit que la modification aussi aux apprentis d'Auteuil est un temps long. Donc, il y a un vrai sujet sur l'impact dans lequel, face aux gens qui agissent sur le terrain, il faut évidemment que nous pensions impact, que nous pensions évaluation, mais que nous pensions aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, validation. Donc, pour conclure,
nous avons au Centre français des fondations l'ambition de monter un cercle. Alors, au départ, on parlait du cercle des fragilités humaines. On est en train de bouger parce que ça, c'est une prise de position forte en se disant qu'on va envie de développer, d'avoir un cercle pour développer le pouvoir d'agir des personnes socialement fragilisées. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus long, c'est plus compliqué à mettre, mais je crois que c'est important. Et donc, voilà, pour toutes les personnes et toutes les fondations et fonds de dotation qui sont intéressés, eh bien, le Centre français des fondations va prendre contact avec vous. Il y aura une enquête de mener, mais je laisserai Jean-Marc nous en parler. Je finis en disant un très, très grand merci à Hugues. Merci beaucoup pour c'était hyper clair, passionnant. Merci également à Luc pour ses propos passionnants. Et puis un merci appuyé à Yann parce que voilà, là-bas, il est 5h15 du matin. Merci beaucoup Yann d'avoir accepté de te rendre disponible. Et je montre juste rapidement, mais je ferai passer les éléments. Il existe une bibliothèque de livres. Celui-ci est le plus petit, qui est soutenir sans prescrire. Donc, pour pouvoir, je dirais, s'inspirer de cette approche du développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. À vous trois, un très grand merci et je laisse la parole à Jean-Marc.